Faites entrer l'écriture, 7e épisode. Faire écrire ceux qui ne parlent pas français. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue aux nouveaux contributeurs, tout comme aux nouveaux auditeurs de ce podcast. Hola, bienvenidos. Depuis le début, je sais que je vais être amenée à parler d'ateliers d'écriture ici. Mais au départ, je ne pensais pas commencer par cet épisode. Dédié, donc, aux ateliers menés avec des personnes allophones, c'est-à-dire dont la langue d'origine n'est pas le français, voire qui ne le parlent pas du tout. Pourquoi je commence par parler d'un atelier aussi spécifique? Sans doute parce que c'est le dernier que j'ai mené, il est donc encore assez frais, mais peut-être plus mystérieusement parce que j'ai l'impression qu'il s'impose. J'ai eu beaucoup de difficultés à mener à bien les ateliers dont je vais vous parler, des difficultés d'ordre méthodologique pour moi, j'y ai beaucoup réfléchi, je suis passée par plein de stades, et même j'ai commencé par enregistrer mes doutes bien en amont. J'avais d'ailleurs fait tout un épisode de 25 minutes dont vous allez retrouver des extraits. Maintenant que j'ai du recul, je vais pouvoir vous raconter le processus entier. Et tout d'abord, pourquoi je me suis retrouvée à animer des ateliers en lycée professionnel avec d'une part des élèves de CAP normalement francophones, mais pas toujours forcément très à l'aise avec l'écrit, et une classe d'élèves dits allophones venus du monde entier, au niveau scolaire très hétérogène, mais parfois nettement supérieur à celui des francophones. Eh bien, tout simplement parce que j'ai depuis quelques années un lien avec le musée du Louvre, avec en particulier les enseignants et enseignantes qui s'occupent de mettre en relation les écrivains avec les lycées via le musée, et que le Louvre sait que je n'anime plus d'ateliers loin de chez moi. J'ai demandé à pouvoir toujours aller à pied dans les établissements, ayant, durant une bonne partie de ma vie professionnelle, beaucoup sillonné la grande banlieue. Une précision préliminaire destinée à mes contributeurs Patreon. Ce premier enregistrement que j'ai effectué avant mon premier atelier est très détaillé. J'y indique, étape après étape, tout ce que je compte faire aux élèves. Je n'en donne ici que quelques extraits, mais si vous le voulez dans son intégralité, il suffit de me le demander. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'entame aujourd'hui un podcast parce que cet après-midi, je vais animer, pour la première fois de ma vie, un atelier d'écriture auprès de lycéens allophones. Et quand je dis ça, je crois que c'est déjà un peu faux parce que dans le groupe, il y a des francophones. Bon, alors pourquoi je raconte tout ça? Parce que je n'ai jamais de ma vie animé d'atelier de cette façon. D'atelier d'écriture, s'entend. Et donc, ce matin, au lieu de me remettre à écrire ou à penser l'écriture de mon côté, je me rends bien compte que j'ai du mal à me concentrer. Et du coup, autant en profiter pour essayer d'éclairer ce qui, là, est en train de me poser question, de me perturber, de m'inquiéter, et donc, ainsi, de commencer à débroussailler un peu les choses. Donc je vais partir tout à l'heure pour 3 heures d'atelier, ce qui va être le temps maximum d'atelier possible, c'est-à-dire que ça va être la seule fois où j'aurai 3 heures devant moi. Ça me paraît, moi, énorme. J'ai l'impression que je vais y mettre une énergie de dingue et que je vais en sortir complètement rincée, mais si ça se trouve, c'est pas du tout ce qui va se produire. Avant de continuer, je vais peut-être faire une petite révélation que je n'ai jamais indiquée à mes partenaires. Par exemple, avec l'ERNU, on avait travaillé avec des adultes allophones lors du confinement pour un projet qui s'appelait Nos îles numériques. On avait interrogé et enregistré des gens dont la langue d'origine n'était pas le français à propos de leurs pratiques numériques. Et on avait travaillé avec une association d'aide aux étrangers. Et à aucun moment je n'avais dit à l'association qu'un de mes métiers, mes anciens métiers, avait été formatrice en alphabétisation. Formatrice en français pour des adultes qui n'ont jamais été scolarisés et qui arrivent en France en sachant à peu près parler français, mais qui ne savent pas du tout ni lire ni écrire. Là encore, cette fois-ci, je n'ai pas dit aux enseignants avec lesquels je vais travailler, ni au musée du Louvre non plus, que j'ai cette expérience-là. Alors pourquoi? Parce que précisément, je pense que l'atelier d'écriture, c'est quelque chose de très différent d'un cours de français, et je n'ai pas envie, d'une part,
de pratiquer comme j'ai pu le faire en tant que formatrice, certainement pas, parce que ce n'est pas le principe, ce n'est pas le sujet et je n'ai pas à me substituer aux enseignants. Et d'autre part parce que la pratique d'atelier d'écriture est très différente de toute façon. Alors une fois qu'on a dit ça, on l'a dit pour un atelier classique, un atelier où les gens qu'on a devant soi savent a priori au moins un peu lire et écrire en français. Là, ce que je ne sais pas, c'est si la part d'oral va être vraiment majoritaire, si ce que j'ai prévu pour 3 heures, ça va tenir en 3 heures, ou si on aura tout liquidé en 1 heure et qu'après j'aurai plus rien dans les mains. Donc j'ai essayé d'amener quelques billes, mais sans du tout savoir comment ça allait se passer. J'ai prévu de les faire écrire en plusieurs étapes, mais est-ce que ça va fonctionner ou pas, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je les ai déjà vus une fois, que j'ai été interrogée sur mon métier d'écrivaine, que j'ai beaucoup parlé pendant 1 heure, et que les seuls à m'avoir vraiment posé des questions, c'était les Français du groupe, ou les francophones du groupe, puisqu'il y avait 2 élèves de CAP qui étaient venus aussi, et c'était pratiquement les seuls qui posaient des questions. Les autres m'ont écouté, alors très sagement, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est produit dans leur esprit. Est-ce qu'ils ont compris ce dont je parlais? Est-ce qu'ils n'ont pas osé m'interrompre? Est-ce que je parle trop vite? Etc. Voilà, donc je suis pleine de doutes et de questions ce matin. Je vais, avant d'arrêter ce podcast pour y aller justement et le reprendre plus tard, vous raconter ce que j'ai prévu de faire et ensuite je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. Là, j'ai commencé à vraiment dire en détail, étape après étape, tout ce que j'avais l'intention de faire pendant ces 3 heures. Ce serait assez fastidieux de tout garder, surtout que j'ai encore beaucoup à dire. Je vais tout de même conserver quelques exemples précis. Donc, le projet est un peu particulier puisqu'il est en partenariat avec le musée du Louvre. Donc, ce que j'ai proposé de faire, c'est qu'on travaille en lien avec l'exposition qu'ils verront mardi, qui s'appelle Les Choses, et qui est une mise en perspective très moderne de la question de la nature morte, terminologie vieillie, selon le Louvre lui-même, qui a toujours été un peu terrifiante à l'oreille de certains, dont moi d'ailleurs, et qui présente une exposition autour de la question de l'objet, des objets et comment ils sont représentés à travers les siècles dans l'histoire de l'art. Et moi, pour commencer, je vais leur demander d'écrire sur les choses, les objets, mais pas encore, évidemment, sur les choses et les objets vus dans cette exposition, étant donné que nous n'y sommes pas encore allés, mais je vais leur demander de s'exprimer à partir de leurs objets préférés. La difficulté de cet exercice, établir une liste de ce qu'on aime faire dans la vie, c'est qu'elle est en apparence facile. Il est en apparence facile de donner ses goûts, de dire ses goûts, de dire ce qu'on aime. En apparence parce qu'évidemment nos goûts sont révélateurs et que dès qu'on commence à dire ce qu'on aime, on s'expose, déjà d'une part. Et puis parce que aussi, finalement, une fois qu'on a dit 2 ou 3 choses, pour ma part, j'aime lire, j'aime écrire, à la limite, j'aime faire écrire peut-être aussi, puisque je viens en atelier. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comment je peux être de plus en plus précise? Ça va être ça vraiment l'objet de l'atelier. Comment être de plus en plus détaillé, de plus en plus précis? Comment accepter les coqs à l'âne, les associations d'idées? Comment accepter de libérer une forme d'écriture? On peut faire un livre entier à partir d'une liste de choses qu'on aime. Et donc je leur parlerai du sel de la vie, de Françoise Héritier, qui est vraiment un très bon exemple de cette possibilité de délier l'écriture au maximum. Je leur raconterai l'anecdote du livre, qui est la suivante. Françoise Héritier se fait soigner par un professeur de médecine avec lequel elle devient amie. Il part en vacances et il lui envoie une carte postale d'Écosse sur laquelle il écrit que son temps de vacances, c'est du temps volé, entre guillemets. Un temps volé de vacances. Alors, sans comprendre exactement ce qu'il veut dire, ça la fait réagir, et elle se dit, mais si cet homme croit que le temps hors travail, quand il ne se consacre pas à ses patients, ce qui est sa passion, il perd son temps, il vole du temps, c'est qu'il n'a rien compris à la vie. Et elle décide de lui écrire une lettre en lui donnant un aperçu de ce qu'elle aime dans la vie. Simplement, elle est complètement débordée par son sujet parce que les associations d'idées n'arrêtent pas de se faire, et finalement, elle en fait un livre entier, livre qu'on peut lire simplement, mais évidemment, dont on peut aussi se servir en atelier d'écriture. Je vais simplement leur raconter ça. Ensuite, je vais leur dire que je vais les mettre un peu dans l'ambiance. Et pour les mettre un peu dans l'ambiance, je vais leur faire écouter et regarder un extrait de La Mélodie du Bonheur, avec Julie Andrews,
dans lequel le personnage joué par Julie Andrews, pour rassurer la fratrie nombreuse d'enfants dont elle a la garde, puisqu'elle est gouvernante, et qui a peur de l'orage, donc pour rassurer ses enfants, leur chante My Favorite Things, une chanson dans laquelle elle énumère les choses qu'elle aime ou qu'elle aime faire. Et cette énumération joyeuse prend le pas sur la peur. Alors My Favorite Things est en anglais, et le seul passage du film où la chanson se trouve sur YouTube, autrement dit le seul passage accessible facilement, ne comporte pas de sous-titres français, mais des sous-titres en anglais de karaoké. Donc, je vais faire écouter cette version-là, en précisant que je ne suis pas bilingue, totalement, qu'il y a donc des choses dans la chanson que je ne comprends pas, et je vais donc faire appel aux anglophones de la bande pour qu'ils nous aident à traduire cette chanson, à comprendre avec le plus de précision possible de quoi elle parle. Quand Julie Andrews, son personnage, chante et fait sa liste, qu'est-ce qu'elle aime précisément ? Ce sont des choses minuscules, comme par exemple la sensation de la neige sur les cils, quelque chose auquel on ne penserait pas spontanément, mais qu'on peut comprendre. Une fois qu'on aura fait ça, il va donc falloir écrire. Et ce que je vais faire, je vais leur demander d'écrire d'abord dans leur langue à eux. Alors pour certains, ce sera le français, pour d'autres, ce sera une toute autre langue. Et bien entendu, ils pourront, s'ils le souhaitent, s'entraider, et s'entraider dans leur langue d'origine. Donc il y a tout un moment où je n'aurai pas du tout la main sur ce qui va se passer. Ensuite, je vais leur proposer de nous lire leur texte dans leur langue d'origine, qu'on ne comprendra donc pas tous. Et une fois que ce sera fait, je pense qu'on fera une petite pause, ou alors on l'aura fait un peu avant, je ne sais pas, mais je pense qu'on fera une petite pause à ce moment-là. Après cette petite pause, on fera un petit atelier de traduction en se faisant aider des francophones de la bande. Donc on reformera des petits groupes, et les francophones, qui auront écrit eux-mêmes un texte en français, déjà, seront chargés d'essayer d'aider les non-francophones à traduire leur texte. Là encore, on sera dans le collectif. Il faudra qu'à la fin, au bout encore d'une vingtaine de minutes ou d'une demi-heure, on ait des textes en français. Et donc, je pourrai récupérer ces pages la fois d'après, quand on aura été au Louvre, pour leur demander de réitérer l'exercice, mais cette fois, en fonction de ce qu'ils auront préféré de l'exposition. Simplement, on étendra probablement le champ à ce qu'ils auront aimé et à ce qu'ils n'auront pas aimé. Parce que l'idée n'est pas de faire quelque chose de lénifiant non plus. Simplement, j'ai commencé par les choses préférées pour faire connaissance, pour qu'on parte d'une base relativement légère, quoique cette histoire des choses préférées, My Favorite Things, elle se réfère quand même, d'abord et avant tout, à la peur et au fait d'arriver à la dépasser. Je me suis donc ensuite rendue au lycée d'Alembert, et bien entendu, tout ne s'est pas passé comme prévu. Eh bien, la suite, elle arrive rapidement, puisqu'il est 17h20. Je viens de rentrer, après donc 3 bonnes heures d'atelier, une marche aller-retour de plus d'1 heure, 1 heure et quart. Et là, je suis en train de me faire un thé, et j'ai décidé de débriefer pour moi-même, et pour qui aura envie d'écouter ce podcast, donc ce qui s'est passé pendant les 3 heures. Alors, que dire au bout de ces 3 heures ? Eh bien, on n'est pas du tout passé à la phase de traduction que j'espérais. Et là, en résumé, arrive cette question. Comment faire de l'écriture autre chose qu'un cours de français ? Ça va vraiment être l'enjeu, puisque des cours de français, ils en ont avec leurs professeurs, que je dois donc apporter autre chose. Alors j'ai essayé d'apporter un peu de culture aussi, on a regardé une vidéo de présentation de l'exposition, je leur ai fait écouter Coltrane, etc. Mais le matériel marchait très mal, et donc on a aussi passé du temps et de l'énergie à essayer de faire marcher des enceintes, etc. Bon, la bonne nouvelle, c'est que d'être allé au CDI, malgré le matériel défectueux, ça a permis à au moins une élève d'emprunter un manga, et aux élèves de regarder les livres et d'avoir envie de regarder les livres. Donc je pense que rien que pour ça, c'est vraiment une bonne chose, et que cette séance n'est pas perdue. Mais pour moi, c'est quand même un peu frustrant, parce que je sens qu'il faut mettre vraiment beaucoup d'énergie pour un résultat qui semble quand même tout petit, au bout des 3 heures. Et je suis pas sûre que ce soit exactement ça mon travail. C'est ça qui est compliqué, c'est que ça demande des compétences qui sont différentes
des compétences d'un écrivain. Donc, en fait, je me dis qu'il faudrait avoir ces élèves en quart de groupe, hein, et non pas en classe entière, par exemple, pour arriver à quelque chose. Parce que là, pour l'instant, la barrière de la langue fait que je ne sais pas ce qu'ils pensent au fond, quand je leur fais une proposition. Est-ce qu'il y a un écho ou pas complètement? C'est difficile de le déterminer. Bon, comme on peut l'entendre, j'avais du mal à savoir sur quel pied danser quand je suis revenue. Et c'est un sentiment qui est demeuré, qui est resté jusqu'au bout. En particulier avec les CAP, parce que les CAP, je les ai quasiment pas vus, ils ne venaient pas aux ateliers. Avec eux, ce qui s'est produit, ça a plutôt été de l'écoute, et un enregistrement, d'ailleurs, c'était des CAP en cordonnerie et podoorthésie, un enregistrement de leur machine, dont je parlerai peut-être dans un épisode prochain. Mais une valse hésitation aussi avec les UPE2A, donc la classe d'élèves allophones primo-arrivants, parce que ça a toujours été très compliqué d'arriver à la fois à se faire comprendre et à jongler entre les différentes langues. Donc ce que j'ai fini par faire, c'est créer une forme globale pour tous les ateliers afin qu'on ait un rendu à la fin au Louvre cohérent. Donc si je me souviens bien, j'ai proposé d'imaginer 3 salles de musée à partir de la question de l'objet, une première salle avec les objets préférés des adolescents, et ça permettait de faire intervenir à la fois les UPE2A et les CAP, parce qu'ils ont le même âge, une deuxième salle dans laquelle on n'entendait que les élèves allophones faire une liste quasiment infinie d'objets de leur vie quotidienne, toutes langues mêlées, comme s'il y avait une salle au Louvre qui contenait un peu tous les objets de la Terre. Et enfin, une troisième salle avec l'objet magique qui s'est révélé être une paire de chaussures, chaussures qui nous permettent de marcher et que les cordonniers savent ressemeler, retravailler, arranger, créer aussi en ce qui concerne les podo-orthésistes pour faire en sorte que tout le monde puisse marcher, même les gens qui ont des problèmes de santé. On a très bien réussi à faire ça, ça s'est très bien passé au Louvre et les gens du Louvre qui sont venus étaient vraiment très touchés. Donc on peut dire que ça a marché, mais pour que ça fonctionne, il a vraiment fallu déployer des trésors d'ingéniosité parce qu'ils étaient aussi très fatigués. Je me suis aperçu que ces élèves-là étaient crevés, quoi. Je vais vous les faire écouter un petit peu puisque je les avais enregistrés avant la lecture au Louvre pour qu'ils puissent mieux se mettre en condition et répéter. Une petite précision, si on m'entend lire dans cet enregistrement, qui est vraiment un enregistrement de travail, c'est simplement parce que la jeune fille qui devait effectuer ces lectures-là était absente ce jour-là. Moi, je ne suis pas du tout intervenue dans la lecture finale. Bon, on les écoute. Bonjour et bienvenue dans la Galerie Fantastique des Objets. Hola. Barzatas. Bienvenidos. Ribendi. Tashidilek. Salam. Nous venons de faire entrer de nouveaux objets au musée et nous vous invitons à les découvrir grâce à cette exposition. Vous allez visiter 3 salles différentes. Suivez-nous. Mais avant tout, nous avons 3 questions à vous poser. Est-ce que vous connaissez les objets préférés des jeunes du XXIe siècle? Savez-vous que dans le musée se trouve un bazar? Et enfin, quel est l'objet qui nous rend le plus libre selon vous? Pour commencer, nous sommes dans une bibliothèque. L'atmosphère est calme et fraîche. Les livres nous permettent de ressentir différemment les choses. Les œuvres nous aident à imaginer des décors et des personnages en dehors de la réalité, au point qu'elles nous transportent dans un lieu paisible où il n'y a que les livres et nous-mêmes. Nous allons maintenant vous présenter quelque chose qui a du style. Écoutez. Voici un objet en bois avec lequel on peut faire de la musique. C'est une guitare. Un instrument à cordes pincées sur lequel on appuie pour produire des notes différentes. Elle sert d'accompagnement au chant dans de nombreux concerts. C'est aussi un excellent moyen de soulager le stress, mais aussi d'entrer en contact avec les autres. Alors ça, c'était quelques-uns des objets qu'ils avaient choisis, parfois en traduisant des descriptions qu'ils avaient trouvées. Je pense à cette description un peu technique de la guitare. Il y a eu aussi des choses plus personnelles sur ce qu'ils aimaient faire. Voici un des témoignages. J'ai oublié de dire, j'aime les maraudes tout au long de la soirée, à aller dans les rues, apporter le soutien à ceux qui sont dans le besoin. J'aime ces moments de partage. J'aime écouter les histoires de la vie, des personnes qui ont fait le bien auprès des autres. J'aime ces moments où je vois les familles heureuses.
les sourires dans les regards et la joie qu'ils nous montrent. Là, c'était Hassan, un des seuls CAP présents avec Jade, une jeune fille hyper créative dont je pense je me souviendrai longtemps. Mais pour finir, allons donner un peu la parole à Marie-Agnès Gatouya, leur enseignante principale, grâce à laquelle vraiment j'ai pu travailler du mieux possible. Je leur remercie beaucoup et j'espère bien avoir l'occasion de la revoir un jour. J'ai commencé par lui demander tout simplement comment elle faisait pour les faire écrire. Est-ce que les faire parler ou écrire dans leur propre langue, c'était interdit? Ou est-ce qu'au contraire, on pouvait s'en servir? Il y a plein de cas de figure, parce que déjà, dans la classe d'accueil, il y en a certains qui sont francophones en arrivant ici, donc le problème se pose moins. Et après, on sert aussi beaucoup des langues pour faire des comparaisons. En fait, si la langue maternelle est bien construite, ou la langue du pays d'origine, elle est bien construite, on peut travailler par analogie, donc ça arrive... si vraiment il y a trop de blocage sur l'écriture, surtout quand on est dans un exercice où c'est plutôt faire parler, faire écrire pour produire du texte et éprouver des sentiments, etc. Dans ces cas-là, on peut facilement passer par la langue maternelle et par analogie, voir comment en français ça se construit, voir le lexique qui manque, ou par exemple on leur donne des tables de mots pour si on parle d'un sujet en particulier, pour les aider à s'exprimer en français avec le vocabulaire dont ils vont avoir besoin. Ils utilisent beaucoup de dictionnaires. Alors nous, on passe beaucoup... ça dépend des langues, mais on a des dictionnaires bilingues de beaucoup de langues différentes. Sinon, pourquoi pas utiliser aussi le portable s'il y a besoin pour faire des traductions de lexique. Et c'est une fois qu'il y a de la petite production, bien voir comment en français on construit la phrase pour qu'elle soit plus correcte syntaxiquement. Mais tout est permis en fait. Tout ce qui peut aider à construire la langue est permis. Il n'y a plus d'idées. On ne va pas du tout utiliser une deuxième langue pour qu'ils puissent s'imprégner du français comme ça. Souvent on utilise des langues qui font passerelle. Même entre les élèves, on fait des jeux parfois. Une langue permet de traduire d'un élève à un autre qui ne serait pas forcément la langue maternelle de l'un ou l'autre, mais plutôt une langue véhiculaire. Tout est permis. Et... tu m'as dit tout est permis maintenant. Ça veut dire qu'à une époque, il y avait des directives? Je pense que, en fait, la perception même de la langue française en France, elle a changé. Depuis qu'il y a ça date quand même, mais avec le cadre européen des langues, etc., même la façon dont nous, on appréhende l'étude du français a changé. Avant, ça faisait un peu, on étudie les langues et le français. Alors que maintenant, le français, c'est une langue comme une autre. Et c'est beaucoup plus rentré, je pense, dans les mœurs, le fait que ça n'existe pas quelqu'un qui serait monolingue, en fait. Donc, comme tout le monde est plurilingue, je sais plus, du coup, forcément, on joue avec toutes les langues dont on dispose, finalement, pour en éclairer une par rapport à une autre. Parfois, en cours d'apprentissage du français plus classique, on compare les structures de phrases dans différentes langues. On réfléchit dans la classe. Alors oui, toi, il n'y a pas de verbe chez toi. Alors comment vous faites pour exprimer le temps? On joue beaucoup sur l'observation des langues de chacun, en fait. Puis ce qui est important, c'est de montrer aux enfants, aux élèves, qu'il n'y a pas une hiérarchie des langues. Parce que c'est vrai que dans la société, parfois, bon gré mal gré, elles sont hiérarchisées. Celui qui va être bilingue italien-français, ça va être classe, alors que ce qui fait, je sais pas moi, français, et puis des langues africaines qui va avoir du mal même à nommer pour nous dire qu'il est locuteur de telle ou telle langue. C'est vrai que le temps passant, je trouve que ça s'est beaucoup démocratisé à ce niveau-là. Il y a moins de discrimination par rapport aux différences de langue parlée. Bon, je ne vous cache pas que là, c'était vraiment un début seulement. Je l'ai interrogé bien plus longtemps. C'était passionnant. Mais cette règle que je me suis donnée des 25 minutes fait que je suis obligée d'arrêter là. Je pense que Marie-Agnès Gatouya, on en entendra reparler dans Faites entrer l'écriture. En attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.